Comment assurer la construction, l'écriture, la conservation et la diffusion des savoirs? Nous allons nous intéresser aux deux derniers points, la conservation et la diffusion. Pour cela, on pense d'abord aux bibliothèques, lieux de stockage, lieux de consultation. Ainsi, la librairie du Congrès, elle est considérée comme la plus grande du monde. 37 millions de livres, 3,5 millions d'enregistrements, 14 millions de photos, 5,5 millions de cartes, 7 100 000 partitions, 69 millions de manuscrits. Mais même si ces nombres peuvent paraître gigantesques, ils sont maintenant largement dépassés. Si les bibliothèques demeurent des lieux emblématiques, ils ne sont ou ne seront plus forcément les lieux les plus importants de conservation et de diffusion des savoirs. Pour comprendre ce qui a changé, revenons à l'écriture. Si elle a besoin d'outils comme le doigt, le calame, la plume, le pinceau, elle a surtout besoin de supports d'inscription. Ces derniers sont fixes ou mobiles, les parois des cavernes, le sable, l'argile, le papyrus, le parchemin, le papier, etc. En fait, les écritures sont de plusieurs types. Selon Ladislas Mandel, toutes les époques de l'histoire et dans toutes les civilisations de l'écrit, on distingue trois grandes familles d'écriture. L'écriture publique ou monumentale, expression du pouvoir public, l'écriture privée ou courante, pouvoir individuel, l'écriture livresque, pouvoir culturel et spirituel. Cette première écriture, l'écriture monumentale, est caractéristique. C'est dans la pierre que les civilisations anciennes ont gravé pour l'éternité leurs codes administratifs. La capitale romaine ou capitale monumentale est gravée dans la pierre. On en a un exemple avec l'inscription figurant sur le socle de la colonne Trajane à Rome. Ces écrits n'avaient pas leur place au sein des bibliothèques. Dans ces dernières, ce sont les écritures livresques qui vont être conservées. Sous quelle forme? L'histoire du livre, c'est en partie l'histoire des supports, de l'organisation sur les supports. On distingue ainsi le codex, l'ancêtre de nos livres, cahier formé de pages manuscrites reliées ensemble, et le volumen, chose enroulée, des feuilles de papyrus collées les unes aux autres et que l'on enroule. On a besoin de ces deux mains pour dérouler le papyrus. On ne peut en lire un volumen que d'un bout à l'autre, de manière linéaire. Il est impossible d'accéder directement à une information. On ne peut ni prendre des notes, ni annoter le texte. Remplacer le rouleau par le codex va avoir des conséquences majeures sur la façon de lire. Avec l'introduction de la page, le lecteur va pouvoir directement accéder à un passage du texte sans faire un long cheminement. Au fil des siècles, le codex va se perfectionner. Séparation entre les mots, début de ponctuation, table des matières, titre courant, marque de paragraphe, pagination, index. Au XVe siècle apparaît la page de titre. Le livre moderne est présent. Même si les supports et leurs structures sont importantes, ce n'est pas la seule chose à considérer. Selon Régis Debray, il faut distinguer 4 points. Le procédé de symbolisation, parole, écriture, image, le code social de communication, la langue, le support matériel d'inscription et de stockage, argile, papyrus, papier, bande magnétique, écran, le dispositif d'enregistrement et de diffusion, manuscriture, imprimerie, télévision, etc. Des inscriptions que l'on peut décoder sur des supports et des organisations pour l'enregistrement et la diffusion. Inscription et support sont indissociables. Recopier une écriture prend du temps. L'informatique va permettre de séparer facilement l'inscription de son support. Rien de virtuel. Il y a toujours un support. Un écran, un disque dur, une clé USB, du papier. Mais on peut passer très rapidement, voire de manière quasi instantanée et de façon automatique, d'un support à l'autre. Cela va avoir de grandes conséquences. Revenons aux bibliothèques, lieu de conservation des ouvrages. Si les documents sont regroupés dans un même lieu, une bibliothèque, comment savoir ce qu'elle contient? Pour cela, il faut écrire une description des documents, une sorte de fiche, et regrouper ces fiches et les organiser afin de faciliter leur consultation. Elles peuvent être réunies dans un nouveau document, un catalogue. Ce catalogue ou cet ensemble de fiches peuvent être consultés au sein même de la bibliothèque. Un catalogue peut aussi être transmis au-delà de la bibliothèque. En effet, avant d'y aller, il peut être important d'avoir une idée précise de ce que l'on pourra y trouver. Bien évidemment, le ou les catalogues doivent être petits, leur support portable, et certainement considérablement plus petits que la bibliothèque elle-même. Il ne faudrait pas construire une autre bibliothèque pour décrire ce que contient la première bibliothèque. De nombreux catalogues ont été créés et distribués au cours des siècles, notamment autour de lieux et de collections. Celles-ci parfois réparties dans plusieurs lieux. Les catalogues se sont diversifiés, se sont enrichis au cours du temps, notamment avec l'essor de la documentation au XXe siècle, dans la manière de décrire le contenu même des documents.
Dans toute cette gestion, la conservation et la diffusion du savoir, de ses supports et de ses contenus, l'informatique et Internet vont amener plusieurs bouleversements. En gros, on peut distinguer 3 informatisations successives. La première informatisation est justement celle des catalogues. Les bibliothèques, recensant de très nombreux ouvrages, regroupaient des ensembles de fiches dans des boîtes, des meubles, même dans des locaux spéciaux pour permettre aux utilisateurs de faire des recherches, par auteur, par titre, par matière, selon des mots-clés. Pour chaque ouvrage, il y avait autant de fiches que de critères de recherche. Informatiser ces fichiers a permis de simplifier considérablement la gestion, la recherche des documents et le prêt. L'informatisation a d'abord touché les fichiers internes aux bibliothèques, puis la télématique et Internet ont permis un accès distant, puis des liens entre les catalogues. En gros, cela a facilité la connaissance du contenu même des bibliothèques. La deuxième informatisation a concerné des documents eux-mêmes, qu'ils aient été numérisés ou qu'ils soient nativement numériques. C'est le texte à l'intérieur même des ouvrages qui fournit les clés d'accès. Les moteurs de recherche ont offert de nouveaux modes d'interrogation, des mots-clés, des suites de caractères, mais aussi des images, des sons, bientôt des concepts. On passe de la description documentaire, du texte que l'on écrit sur un document, au contenu ou à la forme même du document. On donne un extrait pour récupérer un document qui soit textuel ou multimédia. Un extrait ou un élément similaire, un morceau d'image, une séquence musicale. Le document est ainsi sa propre description. L'indexation est automatique. On tient compte des relations entre documents, le fameux PageRank de Google. C'est plus que l'ouverture de bibliothèque, c'est celui de l'intérieur même des livres, c'est un renversement. Par exemple, si on choisit un simple mot, le mot voiture, on peut connaître tous les documents dans lesquels ce mot est présent. Quelque chose que l'on ne pouvait absolument pas imaginer auparavant. Mais cela a un coût, bien sûr. L'index est plus volumineux que les œuvres. On passe de la bibliothèque d'Alexandrie à la ferme de serveurs. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Le premier vers du poème Brise marine de Mallarmé pourrait s'appliquer aux machines de ces fermes de serveurs. Elles ont lu, entre guillemets, tous les mots de tous les livres. Pas tous, bien évidemment, mais une très très grande quantité. Et elles nous donnent un accès qui dépasse nos capacités humaines. Mais une troisième informatisation est en cours, notamment avec le web des données. Il ne s'agit plus seulement d'ouvrir les bibliothèques, d'ouvrir les livres qui sont à l'intérieur, mais de disperser les écrits sur les objets mêmes, c'est-à-dire d'associer des informations aux objets physiques du monde. Ne plus regrouper les écrits dans des lieux spécifiques, mais associer et connecter monde physique et monde informationnel, en permettant aux objets de dialoguer entre eux. Vous accédez aux informations sur les objets lorsque vous êtes proche d'eux. Ce n'est plus l'écriture monumentale des Romains, mais des écritures que vous pouvez lire dans l'interaction avec les objets. En utilisant la réalité augmentée ou mixte, le monde devient ainsi sa propre bibliothèque.